Une sonde américaine venue de la Terre vient de se poser sur la planète Mars après un voyage de 500 millions de kilomètres. Les dossiers des époux Tibéri et de Xavier Dugouin, président du Conseil général de l'Essonne, annulés pour vice de procédure. Départ en vacances, la gendarmerie avait organisé aujourd'hui une journée prévention. 60% des Français oublient de mettre la ceinture à l'arrière. Tour de France cycliste, le départ aura lieu demain à Rouen avec deux favoris, le Français Laurent Jalabert et le vainqueur de l'an dernier, le Danois Bjarne Riis. Madame, Monsieur, bonsoir. Après 6 mois de voyage et 500 millions de kilomètres parcourus, l'engin spatial américain éclaireur transportant une petite voiture exploratrice s'est posé à 19 h très précises sur la planète Mars, la planète rouge. Il s'agit pour les Américains de reconnaître cette planète avant d'y envoyer une équipe de cosmonautes. Romain Albonand. Une soucoupe volante qui fonce à 26 000 km/h, destination Mars. Un voyage long de 6 mois. Et il y a 1 heure, la sonde Pathfinder, traduction éclaireur, est enfin arrivée à son terminus après 500 millions de kilomètres, soit plus de 120 fois la distance de la Terre à la Lune. Après avoir traversé une atmosphère surchauffée, le module, protégé dans une grappe de coussins d'air, a violemment heurté le sol martien comme une balle de ping-pong, en faisant des bonds hauts comme des immeubles de 10 étages. 5 minutes plus tard, les panneaux solaires tels des pétales se sont déployés, permettant aux ordinateurs embarqués de communiquer avec la Terre. Si tout va bien, Pathfinder se trouve actuellement dans cette vallée d'Arès, 200 km de long, 100 km de large, et plus précisément à l'embouchure d'un ancien fleuve disparu il y a plusieurs millions d'années. Ce que l'on espère, c'est pouvoir rejoindre, vous voyez, ces reliefs du versant sud, où il y a beaucoup de choses à voir. C'est vraiment là que nous voulons aller, et surtout éviter cette zone de cratère où nous resterions complètement prisonniers. Il y a moins d'1 heure, à 19 h 08 exactement, les espoirs des scientifiques ont été comblés. La sonde a bien débarqué sur Mars sans encombre. Dans quelques heures, ce petit robot de 10 kg, monté sur 6 roues indépendantes, va prendre le relais. Piloté depuis la Californie, Sojourner, c'est son nom, aura 1 semaine pour palper, renifler, analyser le sol et le sous-sol martien. Pour y trouver, pourquoi pas, des traces d'eau et d'alluvions, témoins d'une vie martienne. Dans le même temps, des hommes sont en difficulté dans l'espace. Les passagers de la station orbitale Mir qui tourne autour de la Terre. La réparation de leur engin est prévue pour la semaine prochaine. Elle sera extrêmement délicate. C'est pour cette raison que des spécialistes s'entraînent actuellement à simuler l'opération dans une piscine de la cité des cosmonautes, la cité des étoiles, près de Moscou. Jean-Claude Ananik, Éric Mézy. La cité des étoiles ce matin, dans cette piscine de simulation, les maquettes grandeur nature des différents modules de la station spatiale russe. C'est là que se préparent les opérations de sauvetage de Mir. Et c'est cet homme qui, depuis la Terre, guidera l'équipage la semaine prochaine lorsqu'ils sortiront dans l'espace pour réparer. Sa mission, tester dans l'eau, c'est-à-dire dans des conditions proches de la pesanteur, tous les déplacements et tous les gestes qui devront être effectués en situation réelle. Et ce ne sera pas facile. Regardez, inaccessible derrière le sas du module endommagé, 9 prises électriques à rebrancher. Autre difficulté constatée dans cette première répétition, les scaphandres prévus pour évoluer dans l'espace franchissent difficilement les passages les plus étroits du module. Malgré cela, officiellement, les Russes gardent le moral. Nos cosmonautes russes sont optimistes, c'est l'essentiel. Si on est optimiste, on a assez de motivation pour réaliser des choses concrètes. Là-haut, l'équipage de Mir ne manque ni de motivation, ni de tâches concrètes, même si le sourire est de rigueur lors des liaisons par image avec la Terre. Il y aurait pourtant de quoi perdre son sang-froid, pas un jour sans une nouvelle panne et une nouvelle menace. Aujourd'hui encore, c'est l'alimentation électrique qui a été défaillante et une nouvelle fois, il a fallu réorienter les panneaux solaires de la station vers le soleil. Première mise en examen aujourd'hui dans le dossier de l'attentat du RER Saint-Michel. C'était en juillet 1995 à Paris qui avait fait 8 morts et une centaine de blessés. Boulahem Ben Saïd, algérien, responsable présumé des groupes islamiques déjà mis en examen dans d'autres attentats ou tentatives d'attentats en France. Jacques Cardoz. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, la responsabilité d'un homme est officiellement pressentie dans l'attentat de Saint-Michel. 8 morts, 119 blessés, c'était le plus sanglant d'une série qui allait durer 3 mois
jusqu'en octobre 95. Mis en examen ce matin, Boualem Ben Saïd est notamment poursuivi des chefs d'assassinat et tentatives d'assassinat. Les enquêteurs connaissaient le rôle de Ben Saïd au sein du réseau terroriste basé en France depuis longtemps. Coordinateur à Paris des groupes armés de Lyon et Lille, il sera arrêté le 1er novembre 95 alors qu'il préparait une nouvelle action terroriste dans le nord de la France. Dès lors, il reconnaît sa participation dans l'attentat du métro Maison-Blanche et dans l'attentat manqué contre le TGV Lyon-Paris. Ses empreintes sont retrouvées sur les 2 bombes concernées. Boualem Ben Saïd a également hébergé les auteurs de l'attentat du RERC, Gare d'Orsay. Cette première mise en examen dans le cadre de l'enquête sur l'attentat de Saint-Michel a été annoncée aux familles des victimes ce matin. Les juges Ricard et Bruguière avaient réuni 80 personnes au palais de justice de Paris. Tous ont voulu souligner le travail des enquêteurs, parlant d'une nouvelle étape. C'est un élément très important pour nous. C'est le début de quelque chose et j'espère que ça va continuer encore. Ce qu'il vous faut maintenant, c'est Maintenant, nous attendons tous, je pense, un procès et j'espère qu'à ce procès, il y aura même d'autres personnes. Mais presque 2 ans après ce 25 juillet, des zones d'ombre demeurent concernant certains des 9 attentats commis en France depuis 2 ans. En particulier celui de la station Port-Royal en décembre dernier, dont le dossier est toujours vide. La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris a tranché aujourd'hui. Les dossiers des époux Tiberi et par voie de conséquence du président du Conseil général de l'Essonne, Xavier Dugouin, sont annulés. Annulés pour vice de procédure de la part du juge d'instruction chargé de l'affaire, Éric Alphen. Reportage Dominique Verdeillan, Hervé Pozzo. Ce matin, Jean Tiberi n'avait en apparence qu'une préoccupation, la mise en place des quartiers tranquilles. Ici, dans le 13e, à Paris, avec le maire Jacques Toubon, l'ancien garde des Sceaux. Mais l'agenda du maire de Paris comporte aussi des rendez-vous judiciaires. Cet après-midi, la justice a refermé le dossier du rapport de Xavier Tiberi, payé 200 000 francs, faute comprise, par le Conseil général de l'Essonne. La procédure est annulée. La justice a considéré que la saisine de ce rapport par le juge Alphen en 96 était irrégulière. D'abord, le juge n'a pas recueilli l'assentiment de Xavier Tiberi. Ensuite, il a prévenu le parquet de sa découverte 3 mois plus tard. Conséquence, Jean et Xavier Tiberi, mais aussi Xavier Dugouin, le commanditaire du rapport, ne sont plus mis en examen. Et le conseil de Xavier Tiberi espère qu'il s'agit là d'un point final. Il faudrait alors considérer que c'est un véritable acharnement, car au-delà de la loi, il n'est pas d'usage qu'une procédure annulée soit artificiellement reconstituée. Est-ce que vous ne craignez pas que cette affaire soit mal perçue par l'opinion publique? Écoutez, ça, vous savez, l'opinion publique, on verra. Point final, pas sûr. De nombreux élus de l'Essonne ont porté plainte pour détournement de fonds. La survie de ce dossier appartient donc désormais au procureur d'Evry. Bilan de cette affaire, un juge d'instruction dont la procédure a été aujourd'hui sévèrement critiquée. Un ex-directeur de la police judiciaire, Olivier Foll, sanctionné et muté pour avoir boudé une perquisition. Sans oublier un hélicoptère affrété dans l'Himalaya pour retrouver la trace d'un procureur. En marge de cette affaire sur France 2 ce matin, M. Bernard Ponce, député de Paris, disait qu'il fallait restaurer l'image du maire de la capitale. Il précise ce soir qu'il ne s'agissait pas d'une attaque contre Jean Tiberi, bien au contraire. 10 ans de réclusion, c'est la peine infligée par la cour d'assises des Yvelines au meurtrier d'une femme policier au cours d'un véritable rodéo automobile. Tout le débat portait sur le fait de savoir si l'accusé avait en toute conscience heurté la jeune femme. Valérie Hermite, Pierre-Emmanuel Luneau. Qui est Hadj Saïdi, demande son avocat. Un salaud tueur de flics ou un gosse du Val-Fouré, pris de panique, qui n'a jamais voulu porter atteinte à un policier? Durant ces 5 jours d'audience, ces 2 thèses vont s'affronter point par point. Non, Hadj Saïdi n'a pas voulu tuer. Oui, il a tout fait pour contourner les policiers. Mais Marie-Christine Bélier est sortie au dernier moment de la voiture de police. Il ne pouvait plus l'éviter, poursuit son avocat. Certes, il a voulu forcer un barrage de police, son acte est gravissime. Je ne vous demande pas son acquittement, mais une peine juste. La défense parle d'un accident mortel, une thèse farouchement combattue par la partie civile. La thèse de l'accident est une thèse insérieuse, une thèse inconséquente et une thèse offensante pour les victimes. Rien ne s'est passé comme vous l'a expliqué Hadj Saïdi, soutient quant à elle l'avocat général. Il a foncé sur le barrage de police comme un taureau sur un chiffon rouge. C'était un jeu macabre, une roulette russe. Il aurait pu s'arrêter, mais son instinct de détruire était le plus fort. Et elle requiert
15 ans de réclusion criminelle. Les jurés se sont montrés bien moins sévères que l'avocat général. 10 ans de réclusion criminelle, alors qu'Hadj Saïdi encourait 20 ans de prison. L'accusé a déjà passé 4 ans et demi de détention préventive. Il ne lui reste donc plus que quelques mois à attendre pour pouvoir demander une libération conditionnelle. Encore une peine de prison ferme pour Bernard Tapie dans le procès des comptes de l'Olympique de Marseille. 3 ans, dont 18 mois ferme. Son avocat a immédiatement décidé de faire appel. Reportage Alban Mikosi, Didier Leduc. Écœuré, selon son entourage, Bernard Tapie a regagné dans cette voiture de gendarmerie la prison de Luynes où il purge sa peine dans l'affaire du match Valenciennes-OM. Une demi-heure plus tôt, le président Richard T a rendu public les condamnations. Pour Bernard Tapie, 3 ans de prison, dont 18 mois ferme, une peine qui ne sera pas confondue avec les précédentes. Debout, au milieu des autres prévenus, l'ancien ministre accuse le coup. Son avocat annonce, il fera appel. Je déteste la justice quand elle fonctionne d'une manière, me semble-t-il, désordonnée, quand on perd de vue que l'on a à juger un homme qui se trouve être sur un pied d'égalité avec les autres, quand il y a une rupture dans cette égalité, eh bien, moi, quelque part, ça me révolte. Les autres prévenus éviteront tous la prison. Alain Laroche, sévèrement malmené pendant les audiences, écope de 6 mois ferme, une peine couverte par la détention préventive qu'il a déjà effectuée. Même sanction pour Elie Fellous, le principal collaborateur financier de Bernard Tapie. Michel Hidalgo se voit infliger 1 an de prison avec sursis et une très forte amende. Il affirme qu'il fera appel. Au final, seul Jean-Pierre Bernès semble satisfait. 30 mois de prison avec sursis, c'est surtout sur son témoignage que reposait l'accusation. Les 20 prévenus se retrouveront donc en appel dans quelques mois pour évoquer à nouveau les pratiques financières douteuses du club marseillais. Bernard Tapie pourrait s'y présenter libre. Ses avocats introduiront mercredi une demande de liberté conditionnelle. Les réactions n'ont pas manqué aujourd'hui après l'entretien accordé hier soir par le Premier ministre Lionel Jospin au Journal de France 2. Ce qui a le plus retenu l'attention, ce sont bien sûr les prises de position en matière économique. Monsieur Jospin, en réalité, quoi qu'il en dise, hérite d'une économie, comme l'a dit d'ailleurs son ministre de l'économie et des finances, prête à repartir. Ce que je crains, c'est que cet attentisme, et à plus forte raison l'annonce d'une batterie de mesures socialistes, soit de nature à casser la reprise et l'emploi. Les promesses électorales sont envolées. Les 700 000 emplois publics, on ne sait plus quand ils seront faits. On verra peut-être plus tard. Sur Villevorde, tout ça était très confus. Et puis il nous dit, ma méthode, c'est le langage de vérité. Mais en réalité, Jospin a pratiquement annoncé la rigueur, sans le dire. Est-ce ça, le langage de vérité? À plusieurs reprises, il a dit, mais l'opinion publique, au fond, nous serons attentifs à sa réaction. Nous serons attentifs à la réaction de l'opinion publique. Et je crois qu'il y a de l'espace pour une autre conception de la politique. C'est-à-dire la possibilité pour les citoyens, non pas d'attendre, mais d'essayer de définir eux-mêmes les mesures qu'ils souhaitent. Alors ce qui intéresse Françoise Laborde en premier lieu les Français, ce sont bien sûr les décisions qui risquent de toucher leur portefeuille, leur revenu. Oui, alors en fait plusieurs pistes sont à l'étude. D'abord, l'annulation d'un certain nombre d'allègements fiscaux a commencé par le plan Juppé de baisse des impôts sur 5 ans. 75 milliards au total, le gouvernement actuel n'ira peut-être pas au-delà des 25 milliards d'allègements déjà accordés cette année. Même chose pour la tranche supérieure d'impôt qui devait passer à 47%, peut-être restera-t-elle au niveau actuel de 52%. Remise en question aussi certaines déductions. Pour les emplois familiaux, on pouvait retirer jusqu'à 45 000 francs d'impôt, c'est beaucoup, juge le gouvernement actuel. Sur la sellette aussi l'amortissement périsol, très avantageux pour l'achat de logements neufs, ou encore les déductions fiscales liées à l'assurance brie, bref, tous les dispositifs qui profitent aux plus fortunés, selon l'expression du ministre de l'économie, pourraient être revus à la baisse ou supprimés. Alors qui va payer si quelqu'un doit payer? Eh bien, ceux qui tirent leur épingle du jeu, pour reprendre la formule employée hier par le Premier ministre. Dans cette catégorie, on peut trouver d'abord les très hauts revenus, ceux qui paient l'impôt sur la fortune, certains revenus du capital ou de l'épargne, par exemple pour les entreprises, les plus-values à long terme, ou encore les bénéfices non réinvestis.
Comme le gouvernement s'est engagé à ne pas augmenter la pression fiscale, ces alourdissements pourraient être compensés par une baisse de la TVA sur certains produits de grande consommation. Mais ce qui résoudrait véritablement la difficulté, c'est que, comme le prévoit l'INSEE, l'Institut de statistique, la croissance reparte. Dans ce cas, l'impôt rentre mécaniquement davantage et le cocktail fiscal pourrait du coup être moins corsé. Merci Françoise. 41 étudiants plus ou moins sérieusement blessés cet après-midi sur le campus universitaire de Saint-Martin-d'Air près de Grenoble. Plusieurs centaines de garçons et de filles attendaient dans un escalier pour s'inscrire. C'est alors que l'escalier s'est effondré. Une enquête a été aussitôt engagée car l'établissement est de construction très récente. Actualité internationale, nouvelle journée d'incidents dans les territoires palestiniens, 18 blessés, les actes de provocation se multiplient de part et d'autre entre colons juifs et résidents palestiniens. Pendant ce temps, à Jérusalem, le Premier ministre Benjamin Netanyahou essaie de colmater les brèches dans sa coalition gouvernementale. Au Congo, ex-Zaïre, le régime du nouveau président Kabila est critiqué par les autorités religieuses catholiques, notamment dans le domaine des libertés publiques. Par ailleurs, une difficile négociation s'est engagée pour permettre de faire la lumière, toute la lumière, sur les massacres de réfugiés qui auraient eu lieu pendant la période des combats. Reportage Martine Laroche-Joubert. Accusé aujourd'hui de freiner l'enquête sur les massacres de réfugiés rwandais, Laurent Désiré Kabila en tournée en province. Comment allez-vous, Monsieur le Président? Très bien. Quel effet ça vous fait-il d'être président après 30 ans passés dans l'obscurité? Normal. Normal. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Oh bon, je viens visiter mon peuple, je vais faire du travail. Est-ce que, Monsieur le Président, vous souhaitez améliorer vos rapports avec la France, vos relations Certainement, avec la France? certainement. C'est la France qui doit améliorer ses rapports avec nous. Nous n'avons rien contre la France. C'est la France qui a tout fait pour être contre nous. L'écueil de ses relations avec la communauté internationale, des témoignages faisant état de massacres de réfugiés hutus rwandais dans l'est du pays. Une commission des Nations Unies n'a pas reçu pour le moment l'autorisation d'enquêter. En revanche, Laurent Désiré Kabila a personnellement confié une mission d'évaluation à une organisation humanitaire française, la Sauvegarde pour l'enfance, dirigée par Jean-Jacques Andrieux. Nous allons étudier les conditions de transit des réfugiés depuis le fleuve, ou plutôt depuis la forêt, jusqu'à l'embarcadère ici au fleuve. Toutes les routes d'accès sont ouvertes depuis peu. Arrivé à Kisangani, un camp de transit où des réfugiés attendent d'être rapatriés au Rwanda. C'est l'association Médecins sans frontières qui a récemment dénoncé les massacres de réfugiés. Entre 100 et 200 000 personnes auraient disparu. Vous-même, vous avez entendu beaucoup de témoignages? J'en avais entendu effectivement rapporter sur des exactions commises dans la région. On a beaucoup tiré dessus, surtout dans le camp des malades. Il y a eu beaucoup de morts vraiment. Mais je pense que ce sont des militaires rwandais qui nous ont suivis. Nous étions dans le camp ce matin-là, très tôt. Nous avons vu plein de gens avec des machettes et des bâtons. Ils ont commencé à nous battre et à nous tuer. Chabunda, dans l'est du pays. Jean-Jacques Andrieux poursuit sa mission. 14 000 réfugiés se trouveraient encore dans la forêt. Ils arrivent recueillis par les villageois, mais ici aussi, on accuse les militaires tutsis rwandais de massacre. Donc il y a des militaires qui venaient du Rwanda. Ils prétendaient aider Kabila à faire la conquête, mais dans leur but c'était seulement pour nous poursuivre. La mission des Nations Unies aurait dû commencer son travail le 7 juillet. Mais les autorités de Kinshasa n'ont pas réussi pour le moment à définir avec elle le cadre de sa mission. Aura-t-elle vraiment la possibilité d'enquêter dans cet immense pays, en pleine forêt équatoriale? La crédibilité internationale de Laurent Désiré Kabila dépendra en tout cas de ses conclusions. Image de Jean-Louis Normandin. Le comité consultatif des 15 pays de l'Europe s'est déclaré aujourd'hui unanimement opposé au projet de fusion entre les deux géants de l'industrie aéronautique américaine, Boeing et McDonnell Douglas. Cette fusion conduirait à un abus de position dominante dans le secteur. Plus anecdotique, ce procès fait à Air France par un passager qui réclame 70 millions de francs pour avoir été extirpé à moitié nu des toilettes d'un avion par des membres d'un équipage croyant à tort qu'il fumait dans ces toilettes justement. Pascal Golomer, Philippe Montoisy. Lui se dit traumatisé, humilié, et il le dit en français. Raviv Lahor est américain, né à Strasbourg.
C'est dans un avion d'Air France qui le ramenait de Paris à New York au mois de mai dernier qu'il a connu l'une des pires aventures de sa vie. Tout s'était bien passé jusqu'à ce qu'il se rende aux toilettes peu après le décollage et que le détecteur de fumée déclenche l'alarme. Tout d'un coup, l'équipage a forcé la porte et un membre de l'équipage, un steward, m'a forcé à sortir des WC. Culotte et pantalon autour de mes genoux. Au vu et au su de tous les passagers. En fait, Raviv Lahore ne fumait pas à bord, mais une autre passagère, éjectée au même moment des toilettes voisines, a été surprise avec une cigarette allumée. Et le témoin d'alarme ne permet pas de localiser le fumeur. Steward et hôtesse disent donc avoir appliqué strictement les consignes. Il faut se remettre dans le contexte de l'action. Quand vous avez une menace de feu à bord, je vous assure, personne ne prend vraiment le temps de développer les procédures de courtoisie. Manque de courtoisie, une fois l'incident clos, c'est justement ce que reproche le passager à la compagnie. Et il est décidé à le lui faire payer au prix fort. Plainte est déposée devant la justice américaine pour violation de domicile. Raviv Lahore réclame 70 millions de francs pour laver l'affront. Retour en France, le beau temps doit revenir progressivement sur l'ensemble du pays à partir de demain. Pour l'instant, les vacanciers de juillet sont plutôt sous la pluie. Reportage, par exemple, dans la région de Gérardmer, dans les Vosges. Nathalie Fichet, Patrice Schumacher. Bienvenue sur la route des crêtes. Ici, habituellement, on aperçoit, paraît-il, les Alpes. Seulement voilà, depuis 15 jours, les sommets ont la tête cotonneuse. Et dans ce paysage déserté, seuls quelques coriaces ont résisté. On a eu des petites pluies fines, pas désagréables, rafraîchissantes. Puis alors l'avantage c'est qu'il n'y a personne, vous voyez. Ça c'est très agréable. Personne, même dans la vallée. Gérardmer, la perle des Vosges, 10 000 habitants, 40 000 en pleine saison. Au bord de l'eau, la grisaille et un froid de canard. Un temps pour les agressifs ou les philosophes dépressifs. On essaye d'avoir le sourire, mais enfin, c'est pas évident hein, quand il fait toujours mauvais. Pourtant, quand on cherche un peu, il y a bien un endroit où les premiers estivants se précipitent. L'Office du tourisme reçoit 300 personnes par jour en moyenne. Tous les gens viennent chez nous pour chercher quoi faire. Et donc, on a quand même de quoi faire dans notre région pour les envoyer s'occuper utilement et agréablement. Alors vous savez qu'ici la visite elle est gratuite, vous le saviez? Gratuite et en plus à l'abri. Chez cet artisan confiseur, les gourmands frileux se pressent par centaines et oublient de faire grise mine. Voilà, on se réchauffe et puis on mange. On goûte. En fait ici on est privilégié par le mauvais temps. Quand les touristes ne savent pas où aller, la confiserie c'est quand même bien souvent un bon point de chute. Hein. Et pour les victimes de l'humidité, il y a même les bonbons à l'eucalyptus qui dégagent le nez. Mauvais temps ou pas, si vous n'avez pas envie cette année de foncer sur l'autoroute des vacances, après Bison Futé, voici l'opération Lapin, un parcours touristique en marge des grands flots de circulation. Exemple sur Paris-Lyon, Thierry. Pour beaucoup, les vacances, ça commence par l'autoroute, avec pour décor un joli rail de fer et l'architecture si particulière du péage. Vous n'avez pas vu un lapin? Un lapin futé comme un bison, qui vous conduira de découverte en découverte sur des départementales de Fontainebleau à Lyon. Là, vous pouvez dire que c'est un lapin châtelain. Alors suivez le lapin pour mener la vie de château. Malesherbes, 14e siècle, agrémenté d'une façade 18e. 10 000 visiteurs annuels, dont 80% de Français. Les visiteurs maintenant sont plus instruits qu'ils n'étaient il y a 20 ans et qu'ils sont très précis dans leurs questions. En quittant le château, ils savent donc que Malesherbes a été ministre puis avocat de Louis XVI avant d'être guillotiné. Retrouvez le lapin, j'ai dit le lapin, pour une rêverie au fil de l'eau. Des canaux construits dans la Nièvre au 18e pour le flottage du bois. Combien de kilomètres de canaux? 174. Et la clientèle, des Français, des étrangers? Essentiellement étrangère, allemands et danois. Deux ou trois sauts de lapin supplémentaires pour découvrir l'église de la Ferté-Loupière, avec une fresque rarissime, une danse macabre du 15e.
Un lapin plutôt malin qui séduit, presque trop. Le lapin plaît, il séduit le public, il le séduit tellement qu'il y en a qui l'emmènent en souvenir. Oh, autre souvenir possible, le petit château de Lantilly. Maintenant, vous le savez, c'est à vous de choisir, être un mouton pressé ou un lapin curieux. Le Tour de France cycliste que vous pourrez suivre à partir de demain, chaque jour en direct sur France Télévisions, partira de Rouen. Le parcours de cette année est considéré par les spécialistes comme très difficile. Et il n'y a pas de grands favoris, sauf peut-être le vainqueur de l'an dernier, le Danois Bjarne Riis, qui est notre invité ce soir, que nous retrouverons dans un instant. Mais d'abord le parcours, Florent Gautreau, Alain Poirier. À chaque Tour de France, on retombe en enfance. Ambiance, souvenirs de vacances. Les départs en fanfare, le mois de juillet devant la télé et les coureurs toujours pressés. Demain à 16 h, c'est le début d'un périple de 3942 km avec 3 arrivées au sommet. Mais attention, la route du Tour sera difficile bien avant la montagne, notamment à cause de la pluie. L'Anglais Chris Borman, favori du prologue, connaît le danger. Il avait chuté à Saint-Brieuc il y a 2 ans, dans un prologue particulièrement humide. Jacques Anquetil, dont on célèbre la mémoire, aurait apprécié ce Tour 97 exigeant dès les premiers kilomètres en plaine. À Marennes, à Bordeaux ou à Pau, les sprinteurs devraient se régaler, mais la première sélection se fera dans les Pyrénées. Le Tourmalet dès le 14 juillet, la terrible montée en Andorre le lendemain, voilà qui va faire l'affaire des grimpeurs. Ce sera très dur. Oui. Très dur. Oui, très dur. Il faudra être en très bonnes conditions, sinon il y en a qui perdront sûrement le Tour les 2 premiers jours de montagne. Et la deuxième partie risque aussi de faire des ravages après les Pyrénées et les Alpes, mais surtout 2 contre-la-montre sans doute décisifs, celui de Saint-Étienne et le dernier à Disneyland, la veille de l'arrivée. Le Tour a déjà été aussi difficile, mais il a rarement été aussi ouvert. Parmi les favoris, il y a bien sûr Bjarne Riis, vainqueur du Tour 96, mais le Danois devra se méfier d'un de ses coéquipiers. L'Allemand Jan Ullrich, 2e l'an passé, est le grand espoir du cyclisme mondial. Côté français, on compte un peu sur Jalabert, beaucoup sur Virenque, mais une place sur le podium constituerait déjà une belle performance. En attendant, à Rouen, les petits princes de la petite reine ont eux déjà lancé le sprint. Dans ce Tour de France, il y a les grandes équipes, mais sur un total de 22, il y en a une dont on peut dire, s'il s'agissait de football, qu'elle évolue en 2e division et qu'elle va se frotter aux plus grands. Il s'agit de la formation de la Mutuelle de Seine-et-Marne. 9 coureurs, dont 7 n'ont jamais fait le Tour, et pourtant, ils y croient. Reportage Claire Reynaud, Roger Mathurin. Ils ont l'air aussi nerveux que de jeunes enfants le jour de la rentrée des classes. C'est vrai qu'ils découvrent un monde nouveau. Invités de dernière minute et invités surprise de ce Tour de France, les coureurs de la Mutuelle de Seine-et-Marne ont fait ce matin leur grand début dans l'univers angoissant de la Grande Boucle. Là, on est un peu sur les nerfs parce qu'on est arrivé vite fait, mais en disant qu'on est un peu inquiet quand même pour la course. On est heureux en tout cas? Oui, bien sûr, participer au Tour de France, c'est le rêve de tout le monde. Un rêve qui tient le staff éveillé 24 heures sur 24. Depuis l'annonce de la sélection il y a 15 jours, il a fallu tout mettre en œuvre pour que la petite équipe soit techniquement au point. Une prouesse quand on a un budget 6 fois inférieur à celui d'une grande formation. 7 millions de francs, c'est une grosse somme, et pourtant c'est un tout petit budget pour une équipe de cyclisme. Ben oui, c'est effectivement ça. C'est vrai que pour le commun des mortels, ça représente quand même beaucoup d'argent, mais pour une équipe cycliste professionnelle, bon, ça reste un budget limité. Donc on gère ces moyens-là pour essayer de les optimiser et de faire le maximum de choses avec. C'est un beau bijou, maintenant il ne reste plus qu'à pédaler. Pour le Tour, le sponsor de l'équipe a accordé une petite rallonge afin que les coureurs puissent disposer de nouveaux vélos. Des vélos sur lesquels ils rêvent de dévaler les Champs-Élysées le 27 juillet prochain. Mais pour cela, il leur faudra faire preuve de courage et d'abnégation. Parce que quand on gagne 10 000 francs bruts par mois, il faut être sacrément motivé pour avaler 3 900 km en 3 semaines. S'ils y réussissent, en tout cas, on pourra vraiment dire que les petits gars de Seine-et-Marne ont pédalé pour la gloire. Dans une grande équipe et le leader incontesté, le Danois Bjarne Riis. Bjarne Riis, bonsoir. Bonsoir. Bien, alors en compagnie de Jean-René Gollard, nous vous retrouvons donc en direct de Rouen. Bjarne Riis, vous avez gagné le Tour l'an dernier. À votre avis, maintenant que vous avez l'expérience, quelles sont les qualités essentielles pour un coureur s'il veut avoir une chance de gagner le Tour de France? Mais il faut beaucoup de qualités. Il faut
vraiment une grande endurance sur 3 semaines. Il faut rouler vite sur le contre le monde, il faut grimper avec les meilleurs. Il faut être toujours là. Bien, est-ce qu'on se rend compte très vite dans un Tour de France si on a une chance de le gagner ou pas, ou bien est-ce que la forme vient au fur et à mesure des étapes? Oh, je sais pas. C'est normal, j'arrive ici en bonne forme. C'est sûr, je suis prêt, mais en plus, j'ai quand même la première semaine pour, comment on dit, pour commencer, et pour me préparer pour les montagnes quand même. Jean-René? Alors, Bjarne Riis, ce Tour de France, tout le monde le dit, très difficile, très montagneux. C'est votre avis? Oui, c'est très difficile. C'est une tour vraiment montagneux. Je pense que dans la deuxième, troisième semaine, ça va faire mal. Oui, c'est l'endurance dont vous parliez tout à l'heure. Le fait d'escalader les Pyrénées avant les Alpes. C'est pareil pour tout le monde. Peut-être il y a des coureurs qui préfèrent... Montez bien votre micro, Bjarne. Peut-être il y a des coureurs qui préfèrent les Alpes avant, mais pour moi, ça ne change rien. Alors pour vous, c'est important. Vous avez gagné votre premier Tour de France l'an dernier, à 33 ans. Et vous rêvez maintenant de renouveler bien sûr cet exploit, de confirmer cette position de leader. Oui, bien sûr. J'ai travaillé 1 an pour ça. Et j'espère de gagner encore, mais tu sais, parce que ça va être très difficile, mais j'ai fait le maximum. Dernière chose, Bjarne Riis, quels sont vos concurrents les plus redoutés? C'est toujours le même. Je peux peut-être dire 10 coureurs, on ne sait pas. Citez-nous des noms, allez-y. Il y a Olano, Virenque, Suleux, peut-être Chalabert, Gotti. On ne sait pas. C'est un tour très très ouvert en fait. Oui, je pense, oui. Bien, eh bien écoutez, on verra ça donc à partir de demain, tous les jours en direct sur France Télévisions. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce soir et bonne chance à vous. Merci. Du sport encore maintenant avec le tournoi de tennis de Wimbledon. Dans la première demi-finale, Pete Sampras a battu l'Australien Tom Woodbridge très facilement, 6-2, 6-1, 7-6. Mais le match attendu est celui qui en ce moment même met aux prises le Français Cédric Pioline qui mène actuellement devant l'Allemand Michael Stich, 2 manches à 1. Il a été battu, Pioline, dans le premier set, 7-6 au tie-break donc, mais il a gagné facilement le deuxième et troisième set, 6-2, 6-1. Il a donc toutes les chances de l'emporter. Ce serait le premier Français en finale depuis 1946, depuis Yvon Petra. Aujourd'hui ont eu lieu les obsèques d'Annie Fratellini au cimetière Montmartre à Paris au son d'un orchestre de jazz accompagné de ses élèves de l'École nationale du cirque et de son mari, l'acteur Pierre Etex. Beaucoup d'émotions dans la foule qui assistait à ces obsèques. Un fils qui aime son père, Jean-Paul Belmondo, a tenu aujourd'hui à assister au vernissage de l'exposition de son père, le sculpteur Paul Belmondo, disparu récemment. Cette inauguration avait lieu au musée Toulouse-Lautrec, à Albi, dans le Tarn. Reportage Georges Bégou, Nathalie Gallet. C'est un peu l'histoire d'un nom. D'abord celui d'un artisan forgeron qui façonna sur son enclume les outils de son fils Paul, des outils pour toute une vie. Un jour, j'ai vu un vendeur de statuettes et l'envie m'a pris de sculpter. Alors je suis allé chez un marbrier, j'ai eu un morceau de caillou et mon père, qui est forgeron, m'a sculpté des outils. Paul Belmondo est né à la sculpture à une époque où l'art de Rodin demeurait la référence. Imiter le maître? Non. Belmondo remonta le temps vers les sources de la sculpture. D'autres choisirent l'avant-garde, la critique a rejeté les classiques. Cette étiquette qu'on veut mettre aux gens de classique, d'académique, pour tuer cet art, ça c'est pas bien. Car la sculpture, ce n'est pas qu'une seule chose, il y a plusieurs manières de faire de la sculpture, mais c'est un peu comme chez nous. Si on n'apprend plus aux acteurs à articuler et faire que de la bouillie, on ne pourra plus jouer des grandes œuvres, et je crois que des œuvres comme ça, il n'y a qu'à les regarder. On ressent la sensibilité, l'amour et la sensualité. Le plus profond peut-être, ce portrait d'un architecte aujourd'hui oublié. Le regard perdu, les aspérités du contour, Paul Belmondo sait regarder les hommes. L'exposition révèle aussi 3 visages.
Celui des enfants, Muriel, Jean-Paul qui n'a que 8 ans lorsqu'il pose, et celui du grand-père forgeron. Paul Belmondo s'inspirait de tout son entourage. Quelque temps avant sa mort, je déjeunais avec lui et ma mère dans un restaurant et après le repas, je lui dis où tu vas? Il me dit mais je vais au Louvre mon petit. Je dis mais tu vas au Louvre, mais pourquoi faire? Et il m'a répondu pour apprendre. Ce perfectionniste, pour qui une statue n'était jamais achevée, a même laissé la marque de son œuvre sur la façade du Palais Garnier, où il exécuta la copie du groupe La Danse de Carpeaux. Longtemps après, il y a 15 ans, Paul Belmondo oublia dans un taxi à Paris les outils que son père avait forgés pour lui à Alger. Il est mort quelques mois plus tard. Reportage de Bruno Albin. C'est au début de cet été 97 que les grands couturiers hommes présentent les grandes collections de l'été prochain 98. Ce soir, Ungaro, Christian Dior, avec un mannequin inattendu, le tennisman Henri Lecomte. Nicole Cornu-Langlois et Christophe Hérault. En présentant sa collection sur un bateau, Emmanuel Ungaro s'est montré résolument optimiste. C'est promis, l'été de l'année prochaine sera différent et sous un soleil éclatant, les hommes seront de lin et de coton vêtus. Ainsi l'a décidé ce créateur qui affectionne particulièrement cette veste en lin rustique, déstructurée, en réalité sa tenue de travail. Une mode jeune, joyeuse, désinvolte. Mélange de carreaux et de rayures. Des costumes dépouillés de tout superflu, sans aucune entrave pour le corps et qui mettent en valeur plus qu'une allure, une certaine manière d'être. Disponibilité, simplicité, convivialité. Dans cet hôtel particulier, le couple Marie-Sara et Henri Lecomte donne le ton Dior. Du bleu dans les cheveux pour une collection intitulée Rhapsody in Blue. Non mais c'est super, là c'est en harmonie avec la couleur de mon tailleur. Présentation bon enfant entre faux et vrais mannequins. Nous sommes volontairement pour cette saison devenus minimalistes pour présenter à nos clients, nos boutiques, un concept qui va être exactement ce qui sera dans la boutique pour l'été prochain. Une collection que l'on peut toucher, des mannequins que l'on peut approcher, une mode souple, sportive et tonique. Le style Dior dans une fête de famille. Voilà, juste le temps de vous souhaiter une excellente soirée, de vous dire à demain. Bonsoir. Il faudrait lui donner une chance, d'après lui. Un chef de brigade criminelle féminin. Êtes-vous prêt à courir ce risque? Rien n'est perdu, vous possédez une Saxo, avec système de freinage court, structure de caisse renforcée, et même de vastes vides-poches. Les nouvelles Saxo modèle 98 sont à partir de 49 900 francs. Les hommes qui connaissent l'efficacité des sticks déodorants Williams savent qu'être bien protégé, c'est rester frais toute la journée. On n'est jamais trop Williams avec sa peau. Manger des matines, c'est trop bon. Les œufs matines, bonjour les matines. De mystérieux craquements réveillent la France. C'est surtout le matin, quand tout est silencieux, qu'on les entend. Dans la cuisine. Eh oui, Kellogg's Cornflakes transforme chaque grain de maïs en pétales dorés au four pour être encore plus craquant. À chaque fois, ça nous réveille. Et puis on y prend goût. Kellogg's Cornflakes, sa vraie nature est dans son grain. À 10 ans, je voulais être cuisinier. Et voilà, je suis ophtalmo. Pas de problème, Amora lance la mayonnaise que vous auriez pu faire vous-même. Tout le bon goût de la mayonnaise qui vient d'être faite vous attend désormais au rayon frais. Amora, par amour du goût.
Sport de Troyes vous donne rendez-vous. Avec Michelin, fournisseur officiel de pneumatiques. Et France Télécom, partenaire technique. Si vous êtes à la recherche de la béatitude éternelle, méfiez-vous. L'enfer, c'est chacun son tour. Des étapes de souffrance. 4000 km de silence. Ici, le seul chemin qui mène à la lumière passe par les ténèbres. Le 84e Tour de France du 5 au 27 juillet. La plus grande aventure humaine, c'est en direct sur Sport de Troyes. Dimanche dernier à Moulins-la-Marche en Normandie, c'était jour de course pour les trotteurs et jour de fête sur l'hippodrome Jean Gabin. 6000 personnes ont bravé la pluie pour une bonne cause, la Fondation Perce-Neige, à laquelle une partie des recettes sera reversée. La présence de la garde républicaine et d'une pléiade de stars ont fait oublier le mauvais temps. Pour tous, ce rendez-vous annuel est celui de l'amitié et du souvenir. Pour moi, personnellement, ça me touche assez parce que ici, j'ai gagné une première course à 13 ans. Et puis voir la famille Gabin qui s'est donné beaucoup de mal pour organiser ce champ de course qui à l'époque était condamné. Quand le père de Mathias s'en est occupé, s'il ne l'avait pas fait, il n'y aurait plus de course aujourd'hui ici. À Moulins-la-Marche, un nouveau dicton est né, course pluvieuse, course heureuse. Tous les deux, moi elle est toute petite et vous êtes très grosse.